Bonjour et bienvenue dans Quartier Direct, l'émission de Mediapart et du Bondi Blog. Après la pauvreté et l'éducation, nous allons parler aujourd'hui de logement. C'est un droit fondamental inscrit dans le préambule de notre Constitution. Et pourtant, dans ce domaine aussi, les inégalités sont nombreuses. Entre les loyers qui ne cessent de grimper, la pénurie de logements, les expulsions. Face à cela, certaines villes ont fait le choix du logement social. C'est le cas de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, qui compte 66,5% de logements sociaux, un des chiffres les plus hauts au niveau national. Un chiffre aussi qui pose un certain nombre de questions. Et pour y répondre aujourd'hui avec nous, Carole Lafont, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe à Gennevilliers en charge du logement et du communiste. Oui. Camille François, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sociologie, maître de conférences à l'Université Paris 1 et membre de la revue en ligne Métro Politique, spécialiste du logement social. Merci à tous les deux d'être là. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle que je pose en introduction. Pourquoi finalement est-ce qu'on a 66,5% aujourd'hui de logement social à Gennevilliers ? Alors, ça ne s'est pas fait évidemment comme ça du jour au lendemain. Enfin, c'est parce que c'était une ville ouvrière, donc un afflux très important de population. Et donc, il a fallu construire très rapidement des logements sociaux. Et donc c'est parti de là, pour peupler la ville avec une vision évidemment très, très généraliste aussi de l'accès au logement social, où se mêlaient dedans des ouvriers, des médecins, des classes moyennes. Enfin, tout le monde était dans les mêmes immeubles. Donc voilà. Donc depuis les années 60, le logement social à Gennevilliers s'est développé. Le fait que ça soit une ville ouvrière et qu'il y avait énormément d'entreprises à ce moment-là, quoi. J'ai dit en introduction que c'était un choix. Camille François, est-ce que c'était vraiment un choix pour ces villes-là ? Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on a misé sur le logement social pour répondre d'abord à quels besoins ? Alors, je pense déjà ce qu'il faut dire, c'est que s'il y a 66% de logements sociaux à Gennevilliers, c'est qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est aussi voir que cette concentration spatiale des logements sociaux, elle se comprend aussi sur le refus de certaines mairies ou de certains territoires d'en faire construire. Alors historiquement, je pense que le logement social, il se construit sur un constat, c'est l'incapacité du marché à loger les catégories populaires et notamment la main-d'œuvre ouvrière et à la loger décemment en fait. Alors la première loi sur le logement social, pour être un peu bref, elle date de la fin du 19e siècle, c'est la loi Siegfried en 1894, donc ça met en place les habitations bon marché, les HBM. Et à l'époque, ça suscite beaucoup de débats puisque l'État n'est pas censé intervenir sur le marché du logement. Progressivement, malgré tout, et l'État et les grandes entreprises aussi vont se rallier à ce modèle pour loger la main-d'œuvre. Par exemple, vous avez des grandes cités d'habitat social qui naissent dans le giron du paternalisme patronal industriel. Les cités-jardins, etc. Exactement. Ensuite, vous avez le développement des cités-jardins dans l'entre-deux-guerres. Donc je pense que le premier motif historique du logement social s'appuie sur le constat que le marché privé ne peut pas ou ne parvient pas à loger et à loger décemment la main-d'œuvre. Ensuite, vous avez d'autres logiques qui ont présidé à la construction des logements sociaux. On peut en lister quelques-unes, mais effectivement, le grand boom du logement social en France, c'est les 30 Glorieuses, et c'est évidemment aussi reconstruire le parc de logement qui a été démoli par la guerre. C'est aussi évidemment industrialiser le secteur du logement, qui a été fait de petites entreprises qui n'arrivaient pas à produire suffisamment de logements. Et puis c'est aussi des stratégies municipales de construire des bastions, notamment des bastions ouvriers et électoraux. Et de ce point de vue, Gennevilliers est un bon exemple de cette histoire aussi politique du logement social à l'échelle locale. Donc à ce moment-là, on est dans la notion de choix dont je parlais, c'est-à-dire qu'on voulait accueillir ces populations-là et on construisait en ce sens des logements. Je me permets juste de rajouter du coup, pourquoi en fait ces logements se concentrent là, c'est aussi parce que l'un des arguments, c'est là où il y avait des réserves foncières, c'est là où il y avait des terrains disponibles et peu chers, où on pouvait rapidement construire un grand nombre de logements pour loger en fait les catégories populaires et moyennes. À l'époque, ça remplace un petit peu les bidonvilles, ce qui existait après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est plutôt bien perçu à l'époque, c'est plutôt ça remplit le rôle que ça avait vocation à remplir. Alors, en vérité, les premiers logements sociaux, notamment en gros la grande période de construction des logements sociaux, on peut la situer entre 1953, qui est ce qu'on appelle le plan courant, et 1973, qui est la circulaire Guichard, qui met fin, en tout cas officiellement, à la fin des grands ensembles. Et en fait, historiquement, à l'origine, les grands ensembles ne sont pas destinés aux catégories les plus pauvres ou aux catégories immigrées qui restent dans les bidonvilles jusqu'à la fin des années 60, en fait, au Petit Nanterre, à la Folie à Nanterre ou encore à Champigny. Donc à l'origine, ça aussi, c'est un effet de la période actuelle où on associe logements sociaux à ménages en situation de pauvreté ou aux populations immigrées, mais historiquement, les populations immigrées sont exclues du logement social qui est plutôt destiné aux ménages ouvriers stables et aux petites classes moyennes en début de trajectoire sociale et professionnelle. Donc pendant près de 15 ans, les logements sociaux ont coexisté avec les bidonvilles et les populations qui étaient logées dans les bidonvilles, elles sont d'abord passées par les cités de transit, notamment,
une fois que les bidonvilles ont été résorbés, et elles n'arrivent dans le logement social que dans les années 80 en fait. Mais à l'origine, le logement social, le premier âge des grands ensembles en fait n'est pas du tout destiné forcément aux classes les plus pauvres. Aux classes les plus pauvres, ou notamment aux ménages immigrés. Et aujourd'hui, quel est le rôle finalement des logements sociaux? Est-ce qu'on est dans l'accueil à Gennevilliers par exemple des plus pauvres, ou est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose pour les classes moyennes qui sont entre deux eaux? Enfin voilà, à quoi sert le logement social à Gennevilliers aujourd'hui? Alors nous, on essaye à Gennevilliers évidemment de loger toutes les classes, enfin bon, qui rentrent dans les plafonds évidemment de logement, mais toutes les classes. Mais c'est vrai qu'on veut nous enfermer aussi dans... Il faut loger les personnes prioritaires, enfin qui sont reconnues prioritaires, donc les plus pauvres bon, enfin souvent c'est les plus pauvres hein, quand même. Et donc on nous oblige à faire de plus en plus d'attributions sur ces quotas-là. Donc c'est très compliqué parce que moi à Gennevilliers, je pense que j'ai pas été élue pour chasser les gens de la ville, et donc c'est d'essayer d'accueillir le plus possible. Vraiment, nos priorités municipales, c'est de loger les jeunes actifs qui veulent décohabiter, enfin, etc. Mais voilà, l'État ne veut cantonner le logement social qu'au relogement des plus pauvres. Et ce qui va créer, peut très vite ghettoiser d'ailleurs les cités, parce qu'on nous parle de mixité sociale, etc. Mais en fin de compte, on nous oblige à reloger beaucoup de gens prioritaires. Il y a des associations qui disent, par exemple, qu'aujourd'hui, je crois à peu près 70% de la population est éligible d'une façon ou d'une autre au logement social. Est-ce que de fait, au contraire, ça n'exclut pas certaines populations les plus pauvres? Et est-ce qu'aujourd'hui, le logement social, il ne sert pas finalement beaucoup, notamment dans vos villes, aux classes moyennes, avec voilà, il y a des plans de rénovation urbaine qui imposent de mettre de la mixité sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, ces classes les plus pauvres, elles s'y retrouvent dans le logement social? Alors c'est très compliqué. Alors elles s'y retrouvent parce qu'on a encore beaucoup de logements à très bas loyer. Hein. Enfin, donc on arrive quand même à reloger des gens qui sont vraiment, enfin, ce qu'ils appellent le premier quartile, hein, enfin, qui sont les plus pauvres. Malheureusement, on voit qu'avec le désengagement de l'État, enfin, etc., les loyers dans le neuf qui sortent ne sont, même pour ceux qui ont les ressources les plus basses, ne sont pas du tout adaptés à ces populations-là. Donc de fait, ça exclut les gens voilà, des logements neufs. Enfin, de fait, on n'arrive pas à part les reloger dans ces ensembles qui sont déjà, enfin, où les loyers sont les plus bas, quoi. Donc, Camille François, peut-être sur cette question de à qui sert le logement social? Alors, classiquement, en fait, la politique du logement en général et la politique du logement social en particulier, elle est tiraillée entre deux objectifs contradictoires. D'une part, on a un objectif de droit au logement, donc de permettre et de faire du logement social plutôt le lieu d'accueil des ménages qui ne peuvent pas se loger sur le marché privé. Et à côté de ça, donc le droit au logement, c'est reconnu une première fois en 1982 par la loi Quillot, puis en 1990 par la loi Besson, et il y a d'autres mesures qui sont venues jusqu'à la loi Dallot 2007, rendre le logement opposable, c'est-à-dire que des ménages qui auraient attendu trop longtemps avant d'entrer dans le parc social peuvent attaquer l'État en justice devant la justice administrative pour se faire indemniser et voire proposer un logement social. Donc il y a un premier pôle qui est le droit au logement, et parallèlement il y a un deuxième objectif qui entre parfois ou souvent en contradiction avec cet objectif de droit au logement, c'est l'objectif de mixité sociale. Puisque de fait, ces politiques de mixité sociale, soit elles passent par l'idée de diffuser dans l'espace le logement social, c'est par exemple la loi SRU de 2000, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui oblige les communes à construire des logements sociaux au seuil de 20%. Qui a été rehaussé à 25%. Exactement, tout à fait. Et ou la politique de rénovation urbaine, qui vise donc à essayer de disperser dans l'espace les ménages les plus pauvres. Voilà. Et donc vous avez ces deux objectifs contradictoires, au sens où bien souvent, la mise en pratique du droit au logement opposable, elle aboutit à une reconcentration des ménages les plus pauvres dans les mêmes espaces, c'est-à-dire dans le parc de logement le moins cher, souvent le plus stigmatisé dans le cadre de grands ensembles qui peuvent être stigmatisés dans les médias, dans les représentations, même si les populations qui vivent dans ces grands ensembles ne partagent pas toujours ce stigmate ou la mauvaise réputation qu'on se fait de leur quartier. Voilà, donc vous avez ces deux objectifs contradictoires entre lesquels il est très difficile en vérité de choisir ou qu'il est difficile d'articuler. Donc voilà ce que je peux dire sur ces questions
de politique du logement et de ses objectifs contradictoires. Mais ces 2 tiers de logements sociaux, pour schématiser dans votre ville, justement, qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ségrégation finalement supplémentaire, de paupérisation? On peut aller jusqu'à parler de ghettoisation peut-être. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, vous, alors, d'établir une politique du logement dans votre ville? Mais nous, enfin, on part du principe que ce qui est distillé tout le temps, c'est que logement social égale casse sociale. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. À Gennevilliers, ce que je disais un peu au début, le fait que ça soit une ancienne ville ouvrière et tout, donc on a des grandes familles qui sont là, enfin, donc, qui restent et tout. Donc, la population, on essaye de les rendre dignes aussi, enfin de suivre et tout. Et nous, on évite vraiment, il y a un suivi, on travaille avec tous les bailleurs aussi pour qu'il n'y ait pas de zone de non-droit, que ça soit, les quartiers soient assez sécurs et tout. Donc on n'a pas le problème qu'on peut avoir dans d'autres villes où il y a beaucoup de logements sociaux également, mais qui sont très très concentrés. Et donc qui emmènent toutes ces problématiques qui sont laissées à l'abandon un peu, hein, et par les bailleurs et par les communes, quoi, hein. Donc on n'a pas du tout nous, enfin, malgré tout, tout le monde vit, enfin, tout le monde se connaît, enfin, c'est un village un peu Gennevilliers, tout le monde se connaît, il y a beaucoup de solidarité, il y a des communes autour, je ne vais pas citer forcément de communes, je ne sais pas. Par exemple, juste à côté de vous, pardon de vous couper, il y a Asnières, qui est associée à Gennevilliers, qui partage même une station de métro, je crois, avec Gennevilliers, même deux. Trois qui sont sur les deux communes. Oui, voilà, oui. Et qui a, je crois, 20% de logements sociaux, donc une ville voisine avec 20%, et puis vous avec 66%. Est-ce que finalement, ça ne vous pose pas des problèmes en termes d'attractivité, peut-être pour attirer d'autres populations, des commerces, des entreprises? Est-ce que vous vous sentez pas un peu lésé, vous, d'en accueillir 66%, quand Asnières n'en a que 20%? Alors, nous, la chance qu'on a, c'est que, bon, on a du foncier, enfin, même encore, hein, donc il y a des créations de nouveaux quartiers. Donc là, depuis quelques années, avec ces nouveaux quartiers, on décide de faire 50% en accession et 50% en logements sociaux. Accession, c'est-à-dire accession à la propriété, pour accueillir en gros des populations classe moyenne. Concrètement, c'est quoi? C'est des gens qui n'ont plus les moyens de se loger à Paris? Voilà, à Paris, à Asnières, dans les communes alentours, ou des jeunes Villois, hein, qui sont dans la phase d'accès, enfin, qui veulent accéder à la propriété. Parce que pendant beaucoup d'années, il n'y avait pas d'accession beaucoup à Gennevilliers, donc il y a beaucoup de gens qui sont exilés dans le 95, dans la grande couronne. Donc là, en faisant moitié, ce qui fait que les quartiers, maintenant, sont quand même un peu homogènes, enfin, ça vit bien ensemble, enfin, etc. Donc, et en plus, on a l'accession sociale aussi à la propriété. Donc, on a une coopérative, et donc, évidemment, les prix du marché sont moins... les prix d'accession sont moins importants. On est à 15-20% de moins que le prix du marché. Donc et Gennevilliers maîtrise son foncier, c'est-à-dire que ne le livre pas aux spéculateurs et tout ça. Donc ça nous crée quand même des possibilités de faire ce mélange aussi de population. Enfin, donc voilà, on essaye toujours de favoriser ce mélange tout le temps, qu'il n'y ait pas de stigmatisation, enfin, etc., quoi. Je parlais en introduction de pénurie. Comment ça se manifeste concrètement aujourd'hui, cette pénurie du logement social? Principalement par des délais d'attente de plus en plus longs. C'est-à-dire que vous avez un décalage quantitatif entre offre de logement social, rythme de construction et demande, puisque la demande augmente. Il y a à peu près 2 millions de demandeurs de logement social en France aujourd'hui. Je crois chaque année, entre 80 et 90% de demandes qui sont non pourvues. Exactement. En région parisienne. Exactement, et vous avez presque 2 tiers sur ces 2 millions, vous avez un tiers, excusez-moi, de ces demandeurs qui sont en Ile-de-France. Mais cette pénurie, elle a une dimension quantitative, mais elle a aussi une dimension qualitative, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est qu'il y a aussi un décalage de plus en plus entre l'offre et la demande, notamment ce à quoi on assiste, c'est une montée du prix du logement social. Le coût du logement social, les niveaux de loyer augmentent. Et c'est un autre exemple de cette contradiction entre mixité sociale et droit au logement. Pourquoi? Pour le dire rapidement, c'est que la mixité sociale, elle aboutit aussi au fait de construire des logements sociaux dits intermédiaires, c'est-à-dire au sein du logement social, les logements sociaux les plus chers, les moins financés par l'État et donc ceux dont les niveaux de loyer sont les plus élevés. Et du coup, les populations les plus démunies ne peuvent pas accéder en termes de revenus à ces logements qui sont donc des logements sociaux dits intermédiaires. Donc vous avez un décalage entre l'idée que la mise en œuvre de la mixité sociale, elle implique une montée en gamme du logement social qui en exclut les populations les plus pauvres. Donc ça, c'est un autre exemple. Et l'autre aspect,
c'est que en fait, ces politiques de mixité sociale, et ça c'est une critique qui a été formulée par exemple par un chercheur en sciences politiques à Lille qui s'appelle Fabien Desage, elles entérinent progressivement l'idée que la construction de logements sociaux, elle doit répondre à des seuils, et non plus à des besoins. C'est ce qu'il appelle une norme proportionnaliste. C'est l'idée que maintenant, ce qui va décider de la construction d'un logement social, ce n'est pas le besoin d'une population locale, c'est-à-dire le principe sur lequel c'est historiquement construit le logement social, c'est l'idée d'atteindre un certain nombre de seuils. Et du coup, une fois que ces seuils, qui à la base devaient fonctionner comme des planchers, ces seuils fonctionnent comme des plafonds en fait. Et du coup, c'est ce type de contradiction qui aboutit aussi à aggraver la pénurie de logements sociaux. Donc, voilà. Concrètement, ça veut dire que sur un nouveau quartier, par exemple à Gennevilliers, l'État va imposer un tiers de logements très sociaux, donc destinés aux populations les plus pauvres, et sur les 2 tiers restants, peut-être des logements intermédiaires, etc. Est-ce que ça n'a pas comme conséquence aussi que les plus pauvres qui n'ont pas, vous avez parlé de la pénurie, est-ce qu'ils ne vont pas finalement se tourner vers des marchands de sommeil, vers des squats, vers ce type d'habitat-là aujourd'hui dans les communes comme Gennevilliers? Ça se passe, hein, enfin, pas forcément que à Gennevilliers, mais ouais. Ça se passe forcément. Enfin, je vois pas comment ils peuvent faire autrement. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement. Donc, mais Gennevilliers, c'est pour ça qu'on essaye aussi de traiter tous les problèmes, quoi. C'est-à-dire, c'est d'avoir du logement social. Donc, les temps d'attente sont un petit peu moins longs que ailleurs, hein, sur ces aspects-là. De limiter ces constructions de logements, enfin ce qu'on appelle en PLS, hein, pour les plus hauts revenus, dans les constructions neuves. Parce que ça, vraiment, c'est... on voit bien, déjà, nous, on a du mal à trouver des locataires qui peuvent accéder à ces logements-là. Et puis, ça ne résout pas le problème, réellement, enfin, du logement social. Donc, on arrive... parlait tout à l'heure des seuils de la loi SRU. Est-ce que vous ne dites pas, parfois, ou vous n'avez pas envie de dire à vos voisines, à vos communes voisines, mais faites comme nous, construisez du logement social. Est-ce que ça passe par là aussi? Est-ce qu'à un moment, vous dites, nous, entre guillemets, on a pris notre part de cette question-là, quoi. Mais enfin oui, c'est les batailles qu'on a sans arrêt. Quand il y a un département comme les Hauts-de-Seine où il y a 22 communes sur 36 qui ne respectent pas la loi SRU, il est sûr que ça ne peut pas aller. Et donc justement, l'État qui, sur son contingent, hein, ils ont quand même 30% des logements, hein, l'État qui doivent attribuer, ils doivent positionner des demandeurs. C'est sûr que ça va arriver dans des villes où il y a beaucoup de logements sociaux, enfin les demandeurs reconnus prioritaires. Donc nous, c'est une bataille sans arrêt qu'on mène pour que les autres communes, enfin que l'État prenne des mesures contre ces communes pour pouvoir effectivement construire du logement social et pas en PLS, hein, pas pour les revenus les plus hauts. Il faut que ça soit vraiment aussi que ça corresponde à leur situation. Parce qu'il y a des communes, comme Asnières par exemple, c'est très concentré, quoi. Nous, Gennevilliers, bon, on a ce côté, c'est que la ville, c'est homogène, quoi. Enfin, c'est au niveau du dans certaines villes, il y a un quartier, par exemple, où on va mettre les 20% de logement social. Et c'est cela où ça devient des zones de non-droit, souvent, parce qu'ils sont laissés complètement à l'abandon. Si toutes les villes des Hauts-de-Seine avaient 25%, par exemple, comme la loi l'exige, est-ce que ça réglerait le problème déjà, en partie? ça le diminuerait le problème. Ouais. Quoi, déjà. Je ne sais pas si ça réglerait, parce que la pénurie, elle est tellement importante, mais au moins, déjà, bon, ça soulagerait peut-être un peu les villes comme la vôtre. Tout le monde, un petit peu, et tout. Quoi. Moi, je voudrais juste faire 3 petites remarques. C'est que, sur la loi SRU, il fait effectivement que les communes construisent des logements sociaux, mais quel type de logements sociaux? Parce que, comme on le disait, si vous construisez des logements sociaux où près de 80% de la population peut accéder parce qu'elle est en dessous des plafonds de revenus, en vérité, il y a du logement social dans lesquels qui existe et qui n'est pas destiné aux ménages les plus en situation de précarité ou même aux ménages populaires stables. Donc ce n'est pas la construction du logement social en soi, c'est quel type de logements sociaux on va contraindre les communes riches et bourgeoises à construire. Donc il y a cette première chose. Il y a une deuxième chose sur un mot que vous avez prononcé tout à l'heure, qui est la question de l'attractivité, en fait, qui est une notion qui, en fait, par rapport auquel je pense qu'il faut prendre un peu de recul. C'est que, qu'est-ce que c'est que l'attractivité? C'est quoi? C'est souvent le nom de la mise en compétition des territoires, pour essayer de capter les ressources fiscales, la population qualifiée, la valeur ajoutée. Et du coup, derrière cette notion d'attractivité, il y a souvent une mise en compétition des territoires qui s'appuie dans un contexte où l'État se désengage, notamment des ressources communales, et que du coup, les communes développent des stratégies d'attractivité. Mais c'est le revers d'une médaille, d'une mise en compétition des territoires. Et la dernière chose, c'est l'attractivité pour qui? Parce que je pense que les habitants de Gennevilliers sont très contents d'habiter à Gennevilliers. Enfin, une partie des habitants de Gennevilliers, en tout cas, estiment que Gennevilliers est tout à fait attractif, en fait. Et du coup, pourquoi je vous raconte ça? C'est que je pense que sur cette histoire de présenter la concentration des logements sociaux comme un problème,
vous voyez, on a dit prendre sa part du gâteau, etc. En fait, je pense qu'il faut quand même, voilà, à mon avis, faut prendre un peu de recul sur qu'est-ce qui fait que la concentration de logement social est devenue problématique. Là où, dernière chose, en vérité, les grands ensembles d'habitat social sont des quartiers bien plus mixtes que, par exemple, les quartiers de l'Ouest parisien. En vérité, il y a plus de mixité sociale aux luttes à Gennevilliers que dans la banlieue ouest ou dans le 16e arrondissement de Paris. Du coup, c'est toujours aussi de voir, quand on parle de problèmes de ségrégation et qu'on se focalise sur les grands ensembles d'habitat social, il y a un chercheur en sciences politiques qui s'appelle Renaud Epstein qui dit on prend le problème à l'envers en fait. Parce que d'une part, les quartiers les plus ségrégés ne sont pas les quartiers d'habitat social, ce sont les quartiers bourgeois. Et d'autre part, s'il y a de la ségrégation des ménages pauvres au bas de la hiérarchie sociale, c'est aussi la conséquence du fait que les ménages plus aisés s'auto-ségrèguent, rendent leur quartier inhabitable aux personnes qui ne sont pas de leurs conditions sociales. Donc c'était juste pour essayer parce que parfois, voilà, d'essayer de voir aussi sur la manière dont on formule le problème, qu'est-ce que ça a comme implicite et comme... voilà. Vous faites un pont justement avec un enjeu un peu plus politique, puisque là on s'approche des élections municipales. Le logement social, c'est aussi un outil finalement politique. Est-ce que le maire ou à l'échelle locale, on a le pouvoir un peu de dessiner sa ville, de choisir sa population à travers cet instrument qui est le logement social? Vous parliez, par exemple, vous disiez que c'était un choix pour certaines villes d'accueillir, parfois un choix électoraliste aussi, d'accueillir certaines populations à travers le logement social. Est-ce qu'il y a cet enjeu politique quand même? Peut-être si vous voulez rebondir, mais... Enfin, disons que c'est pas un enjeu politique, enfin c'est pas un enjeu ou électoraliste en tant que tel. Hein, la ville, elle est faite comme ça. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose. Comme je disais, nous, on n'est pas élus pour exclure les gens. Donc, effectivement, nous, c'est ce qu'on réclame, c'est-à-dire que ce qu'on dit aux gens, il faut se battre pour le logement social si vous voulez rester sur Gennevilliers et si vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants et tous puissent avoir un logement, s'ils veulent en plus rester sur Gennevilliers. Donc, c'est ça, il faut continuer à construire et après, ce que je disais, pouvoir aussi favoriser le parcours résidentiel, enfin, etc. Et puis, tout mettre autour aussi, parce que les gens, on parlait de l'attractivité tout à l'heure, les gens qui ont acheté à Gennevilliers, ils sont... une grande majorité très contents des offres qu'il y a à Gennevilliers, autres que le logement, mais parce qu'ils ont le conservatoire avec le quotient familial, ils ont le sport, ils ont la culture, enfin ils ont plein d'activités qu'ils ne retrouvaient pas forcément ailleurs, et là donc du coup ils s'intègrent très bien et ils sont très contents d'être à Gennevilliers, donc ils découvrent, hein, d'ailleurs je pense qu'ils ont ils avaient peut-être des a priori, bon. Mais voilà, l'attractivité du territoire est comme ça, et donc c'est vraiment ce qui est mis en place. Donc c'est pas électoraliste, c'est la ville, elle a été conçue comme ça, et donc on essaye de répondre aux besoins des populations. Je rajouterais quelque chose, c'est que effectivement dans l'histoire du logement social en France, vous avez une concentration dans les mairies communistes de la Petite Couronne, par exemple en région parisienne. Alors j'appellerais pas ça électoraliste, c'était aussi une époque aussi de construction des bastions ouvriers dans un contexte où je ne sais pas, la lutte des classes, par exemple, était à l'agenda politique. Il y a des convictions politiques, en tout cas, derrière. On pensait que l'échelle communale pouvait être une force de résistance face au développement du capitalisme ou à l'exploitation patronale, ce genre de choses. Donc je me remets dans le logiciel de ces époques-là. Deuxième chose que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'en revanche, en France, il y a une spécificité, c'est que le maire ou la maire est une personne très importante dans le système d'attribution. Voilà, on a un système d'attribution en France, donc des commissions d'attribution du logement social, qui font droit à un certain pouvoir politique local. Et que du coup, autant le maire ne peut pas stricto sensu choisir la population de sa municipalité, mais on a quand même un pouvoir de blocage de la part des élus politiques locaux sur la population qui passe par le logement social pour résider. Voilà. Et alors, du coup, juste dernière chose là-dessus, c'est que par exemple, qu'est-ce qui fait qu'une partie des mairies, des municipalités classées à droite se sont ralliées à la loi SRU, par exemple? Bon, c'est d'une part ce qu'on a dit sur le fait que on leur a fait comprendre qu'il était possible de construire du logement social sans accueillir des ménages pauvres, donc on les a rassurés sur cet aspect-là. Mais c'est aussi parce qu'on en a fait un instrument, une ressource politique locale en fait. C'est-à-dire l'idée, c'est que les municipalités de droite se sont ralliées aussi à cette loi SRU parce qu'on a construit aussi une demande de logement social local. Et donc vous avez ce qu'on appelle communément la préférence communale qui s'exerce en fait dans le système d'attribution. Et ça,
c'est à la fois une spécificité du système français et c'est aussi quelque chose qui peut être discuté en fait, sur est-ce qu'un ménage demandeur est plus légitime à accéder à un logement social parce qu'il est sur la commune ou non. Alors ça, c'est peut-être la différence avec les intérêts politiques locaux de faire du logement social une ressource clientélaire en fait. Et ça concerne vraiment toutes les municipalités. Hein. C'est pas uniquement le fait des élus communistes ou ce genre de choses. Voilà. Ça amène parfois aussi à des excès. Quand je parlais de choisir sa population, parfois c'est choisir aussi sur le plan, il n'y a pas seulement de la classe sociale, mais parfois des origines ethniques, raciales. En mars 2018, Mediapart par exemple avait révélé que l'OPH de la ville de Toulouse pratiquait une discrimination purement ethnique, religieuse sur certains de ses logements. Il y avait des demandes, je cite, refuser les tziganes sur ce secteur. Attention, monsieur est ivoirien, pas d'étrangers. Est-ce que ça, ce sont des cas isolés, marginaux, ou est-ce que c'est quand même une réalité aujourd'hui du logement social en France? En gros, il y a plusieurs travaux qui essayent de mettre en lumière l'existence de discrimination ethno-raciale à l'entrée dans le logement social, mais comme vous le savez, en fait, c'est très compliqué d'objectiver. Alors, c'est un décalage entre des chercheurs qui disent on a du mal à l'objectiver et des habitants de la population qui l'expérimentent et qui le vit dans sa chair, en fait. Donc, on a toujours un petit décalage un peu indécent des chercheurs à être on ne sait pas sur la discrimination raciale, c'est très compliqué. Bon, malgré tout, il y a des travaux soit statistiques, soit ethnographiques qui montrent que, toute chose égale par ailleurs, le fait de ne pas être un ménage européen allonge considérablement, par exemple, d'origine européenne, allonge considérablement le temps. Je pense à un article qui est disponible en ligne de Liliane Bonal qui s'appuie sur l'enquête logement et qui montre que, donc, elle s'appuie sur l'enquête logement et elle essaie de comparer les ménages européens des ménages non européens. Donc, les ménages européens, c'est des ménages dans lesquels la personne de référence soit est née à l'étranger, soit est de nationalité étrangère, soit est naturalisée. Et elle montre que lorsque vous contrôlez toutes les variables, la taille de logement qu'ils demandent, leur niveau de revenu, leur profession, il y a une part du temps d'attente qui n'est pas expliquée par ces variables-là. Et donc, il y a une hypothèse de discrimination raciale qui est avérée. Et à côté de ça, vous avez des chercheuses, par exemple Marine Bourgeois ou Valérie Salapalais, qui ont travaillé de manière plus ethnographique sur le travail d'attribution et qui montrent comment, de manière informelle, mais malgré tout très prégnante, les chargés d'attribution produisent des catégorisations ethno-raciales de la clientèle et des demandeurs et opèrent des tris et des formes de discrimination ou de barrières à l'entrée pour les ménages qui ne sont pas étiquetés comme blancs ou qui ne rentrent pas dans les critères de la légitimité ethno-raciale. Voilà, donc aujourd'hui, et dernière chose là-dessus, c'est que la pénurie de logements sociaux, elle renforce aussi ces mécanismes discriminatoires. C'est que c'est aussi, les discriminations, elles sont d'autant plus prégnantes qu'elles se situent dans un contexte de pénurie. Voilà, mais bon. À l'échelle locale, comment vous vivez ça? On rappelle qu'il n'y a pas uniquement les offices, il n'y a pas uniquement les municipalités ou l'État qui est bailleur. Il y a 660 organismes HLM en France, il y a un grand nombre de bailleurs. Est-ce que vous avez affaire à faire face à cette réalité, vous aussi, à Gennevilliers? Alors, sur le plus gros bailleur, qui est l'OPH de Gennevilliers, on ne fait pas de discrimination, évidemment, mais il y a évidemment la préférence municipale, sur là où on a la main, puisque, effectivement, les gens, ils ont, à contrario de ce que vous disiez, ils ont tout à fait le droit de rester à Gennevilliers et non pas d'être obligés de partir, parce que, maintenant, comme c'est à l'échelle aussi, les attributions devraient être à l'échelle du territoire, le T5, voilà. Donc on peut aussi, les gens, ça va être des numéros et pour les mettre là où il y a de la place en fonction de beaucoup de critères, d'ailleurs, qui va rendre les attributions, c'est une véritable usine à gaz, avec ce qui est en préparation, ça va être vraiment... faut pas attribuer des gens du premier quartile, toujours les plus pauvres. Il ne faut pas les mettre dans les QPV, les quartiers politiques de la ville. Il ne faut pas, après, dans ce qui est hors QPV, il ne faut pas que ça soit des résidences où il y a une vigilance forte. Pour traduire un peu premier quartier, les QPV, ça veut dire que dans les cités, dans les quartiers les plus déjà défavorisés, l'État vous engage, voire vous oblige à ne pas mettre les populations les plus pauvres. Ça, dans un objectif de mixité, etc. Mais par contre, après, il faut regarder résidence par résidence, ce qu'il y a les vigilances, si elles sont fortes ou pas selon la résidence. Là, on ne pourra pas mettre non plus. Donc, là, c'est vraiment le truc. On va passer 6 mois à pouvoir attribuer un logement, le temps qu'on ait fait le tour de tous les problèmes. Donc, c'est un peu... déjà eu des cas de bailleurs, qui... où il n'y aurait pas un manque de transparence, parfois des doutes sur des discriminations ou des choix. Après, nous, sur les différents attributaires,
on ne sait pas trop. Enfin, on ne voit pas trop comment ça se passe. Hein. Enfin, on voit des fois des refus, effectivement, qui sont un petit peu étranges ou quoi. Mais bon, et vous avez un pouvoir là-dessus? Normalement, pas trop, parce que c'est eux qui ont possibilité de positionner des candidats sur les logements. Donc on bataille, enfin, on essaye de revoir avec le bailleur, mais voilà, enfin, ceux qui veulent prendre le plus, c'est Action Logement là actuellement, hein, qui veulent prendre la main sur le logement social. Hein, donc là, ça va être compliqué aussi de travailler avec eux, parce que. Si je peux me permettre juste quelque chose, c'est de dire deux choses. C'est évidemment pas de dire que les ménages de Gennevilliers devaient quitter la ville. C'est de dire, en revanche, de refuser l'entrée à d'autres ménages sous prétexte qu'ils ne sont pas de la commune. C'était plutôt dans ce sens-là que je disais ça. L'autre chose là-dessus, juste pour vous dire, c'est... Mais nous, on favorise, je le dis franchement, hein, on favorise évidemment les gens qui ont un lien avec la ville. Soit ils y habitent, soit ils y travaillent. On essaye vraiment c'est comme ça, on favorise. Nous, sur notre contingent, et c'est uniquement des gens qui ont un lien avec la ville. Quoi. Après, et du coup, donc, c'est cette histoire de préférence communale, mais vous avez aussi, je pense que ce qui nourrit aussi... l'expérience ou le sentiment de discrimination ethno-raciale, en fait, c'est le flou des critères, notamment sur ces politiques de mixité sociale. Parce que vous avez donc des politiques de mixité sociale, tout le monde a compris que l'implicite était un implicite ethno-racial. Tout le monde. C'est-à-dire que quand vous faites des enquêtes, par exemple, je pense aux travaux de Thomas Kirtzbaum, qui fait des entretiens avec les élus locaux, tout le monde traduit dans les faits la notion de mixité sociale en des termes ethno-raciales, de mixité ethno-raciale, d'éviter la concentration de populations dites immigrées ou dites étrangères. Voilà, vous avez plusieurs appellations qui fonctionnent comme des euphémismes, en fait, mais qui, globalement, veulent dire les ménages non blancs, qui sont donc susceptibles de faire l'objet de discrimination ethno-raciale. Et donc, c'est cette contradiction, en fait, cette espèce de régime d'indétermination où on martèle l'objectif de mixité sociale sans jamais définir ce qu'on appelle la mixité sociale, en quels termes, les critères, les seuils, les échelles géographiques, et je pense que c'est ce flou, en fait, sur les critères, liés, alors que dans les faits, tout le monde a bien compris qu'il s'agissait d'un concept ou d'une notion qui avait une dimension ethno-raciale, qui autorise, en fait, le pouvoir discrétionnaire des agents d'attribution, les formes d'inégalité de traitement entre les ménages demandeurs, etc. Et donc, il y a ce vrai débat où est-ce qu'on reste avec une notion dont on accepte le caractère implicite de la dimension ethno-raciale, ou est-ce qu'on met... de manière claire et définitive, les critères, les seuils, les échelles géographiques de la notion de mixité sociale. Voilà. Je vais revenir pour finir à une question que j'avais posée en début d'émission. Finalement, on a abordé la question de la pénurie, donc c'est de plus en plus compliqué d'avoir un logement, il faut attendre, il y a très peu de turnover, on n'en a pas parlé, mais les gens restent de plus en plus longtemps dans les HLM, il y a de moins en moins de logements construits. Donc quand on est très pauvre, on a de moins en moins de possibilités d'entrer dans un HLM, donc on se dirige actuellement beaucoup vers des squats, vers des marchands de sommeil, vers des solutions privées, parfois insalubres, avec la question du logement insalubre dont on n'a pas parlé aussi. Est-ce que finalement le logement social est encore efficace en France dans sa vocation primaire, initiale que vous nous décriviez au départ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il jouit de moins en moins de moyens pour mettre en œuvre les objectifs qui sont les siens. Voilà, vous avez... tout récemment, vous aviez une grande fronde des bailleurs sociaux en 2018, exactement, quand l'État les a amputés comme ça en un été de près d'1 milliard d'euros de ressources propres. Alors, effectivement, là où votre question elle est très intéressante, c'est qu'elle permet de remettre le logement social à une échelle, de le resituer à une échelle plus large. Le logement social dans le cadre du marché du logement. Le logement social dans le cadre des politiques du logement ou des politiques urbaines en général. J'ai même envie de dire les politiques urbaines et du logement à l'échelle de l'ensemble des politiques publiques menées par le gouvernement. Voilà, amputer les bailleurs sociaux d'1 milliard d'euros de ressources propres, voir le retrait de l'État dans la subvention, en tout cas dans les formes de financement, pierre, ouais. Voilà, les aides à la pierre. Parallèlement, voir que de plus en plus on autorise des promoteurs immobiliers à construire du logement social, des promoteurs privés via des procédures, notamment une qui s'appelle la VFA. Tout ça, ça interroge sur l'idée de quels sont les objectifs du logement social et surtout dans quelle mesure on lui donne les moyens de les remplir. Et en l'occurrence, la tendance, elle est plutôt à des formes de diminution des moyens qui sont alloués aux bailleurs sociaux, de privatisation larvée de certaines parties du parc. On va faciliter les ventes de logements sociaux, on va faciliter leur production par des grands promoteurs privés qui ensuite pourront les déconventionner, donc les rebasculer dans le logement privé après un certain nombre d'années, etc., etc. Très concrètement, pour finir, cette question du manque de moyens, cette question, est-ce que finalement, vous en tant qu'élu local, vous êtes frustré par la situation actuelle du logement social avec des populations que vous aimeriez aider, loger, et finalement que vous ne pouvez pas aider du fait de ce manque de moyens? Est-ce que cette situation vous frustre?
Ben c'est très frustrant parce qu'on passe sa vie à dire que c'est pas possible pour l'instant. Enfin bon, et encore, je vous dis, à Gennevilliers, on attend beaucoup moins qu'on peut attendre ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on essaye quand même on essaye, disons, avec le nombre de logements sociaux, même si ça tourne peu, ça tourne un peu, quoi. Hein. Mais c'est vrai que c'est très très frustrant, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, ces 2-3 dernières années, quand il y a des grains de sable dans les rouages, des grosses opérations d'urbanisme, il faut reloger, les gens sur de l'existant, la préfecture qui reprend son contingent, donc donc le manque de rotation également, pas de livraison de neuf pendant 2-3 ans. Ce qui fait que les délais d'attente ont beaucoup augmenté et c'est très très frustrant parce que effectivement ça ne tourne plus comme ça devrait. Ça tournait même, moi au début de mon mandat, ça tournait un peu plus, quoi. Mais là, on se retrouve, les problèmes économiques, c'est vrai que les gens ils peuvent plus faire leur parcours résidentiel comme ils auraient pu faire avant. Donc on se retrouve dans des situations très frustrantes. Et le côté aussi effectivement que nous, comme on a 66% de logements sociaux, effectivement, déjà ça avait commencé, le département ne finançait plus, ne subventionnait plus. Après ça a été la région. Maintenant, l'État, c'est fini. Les aides à la pierre, c'est les bailleurs qui doivent se les constituer en vendant du logement social. Donc c'est très compliqué. Donc c'est la ville qui finance beaucoup le logement social. Et donc voilà, c'est compliqué à monter. Toujours dès qu'il faut, les opérations de financement, elles sont beaucoup plus compliquées à monter qu'avant, quoi, pour pouvoir construire. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Voilà pour ce numéro donc de Quartier Direct. Les numéros précédents sont à retrouver évidemment sur le site de Mediapart, sur la chaîne YouTube de Mediapart. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission et puis d'ici là, rendez-vous donc sur Mediapart et sur le Bondy Blog.